Une IA peut-elle écrire un scénario? Oui. Peut-elle écrire un bon scénario? Ça, c'est moins sûr. Bienvenue dans la Chimératech pour répondre à ces questions qui brassent très large. L'absurdité humaine, le surréalisme contre les IA et la psychologie de la créativité. Acte 1. Nous sommes à l'aéroport de Paris. Sarah, une jeune et ambitieuse architecte, se prépare à prendre l'avion pour se rendre à New York. Elle rencontre Alex, un bel homme charmant qui travaille dans la finance. Alex, qui a également un vol pour New York, remarque immédiatement la beauté et la grâce de Sarah. Il décide alors de l'aborder et de l'inviter à prendre un café avant leur vol. Déjà, il faut revenir à la base de comment fonctionnent les intelligences artificielles. Et quand je dis intelligence artificielle, pour l'instant, je vais parler de ChatGPT. ChatGPT est nourri d'une énorme banque de données qui fait des débats, puisque la question c'est de quoi on a besoin de le nourrir, s'il y a des droits sur les œuvres, est-ce qu'on peut nourrir une intelligence artificielle avec ça ? Et donc il va analyser ces données et il va les utiliser. En gros, ChatGPT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un texte à partir de sa banque pour voir ce qui est le plus prédictible. En gros, c'est un organisateur et un transmetteur d'informations. Ces informations peuvent être vraies comme fausses. Ça, il en sait rien. Puisque si dans sa banque de données, tout le monde se trompe sur un sujet, ChatGPT va faire la même erreur. Donc ChatGPT est fait par nature pour être prévisible. Et ça, c'est déjà un premier problème quand on veut écrire une histoire. C'est hyper important que des choses soient gratuites dans un film. Des fétichismes au sens large pour un réalisateur. Par exemple, Jean Renoir qui voulait toujours de l'eau dans ses films et il expliquait pas vraiment pourquoi, c'était juste une espèce de toc comme ça. On peut penser aussi à Jim Jarmusch où il y a toujours des jumeaux dans ses films. C'est un argument un peu énervant quand on critique un film, c'est de dire cette scène ne sert à rien pour le scénario ou cette scène n'est pas utile. Mais une scène n'a pas à avoir d'utilité en soi. Et pour moi, c'est un écueil de penser que la structure du scénario doit être absolument lisse et que tout doit tout le temps servir à quelque chose, que tout doit se répondre mécaniquement. En fait, ça amène à une espèce de mécanisation. C'est un peu le storytelling d'entreprise qui vient baver sur Hollywood et sur le cinéma. Quand tu regardes Aaron Sorkin, par exemple, qui est très connu pour ça, tu regardes les films qu'il a écrits, la qualité du film va plutôt dépendre du réalisateur. Hollywood est très porté sur le scénario, les structures narratives en 3 actes, etc. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de scénario dans ces films-là, c'est que c'est souvent un peu toujours les mêmes, quoi. C'est pas très créatif. Acte 2. Après leur rencontre fortuite à l'aéroport, Sarah et Alex ne peuvent s'empêcher de se retrouver à chaque étape de leur voyage. Ils partagent des conversations passionnées sur leurs rêves et leurs aspirations tout en découvrant les charmes de la ville de New York. Mais qu'est-ce que c'est exactement la créativité ? Édouard de Bono, un psychologue spécialisé dans la créativité, popularise une technique nommée pensée latérale, qui reprend le concept de pensée divergente et de pensée convergente. La pensée convergente, ça consiste à trouver la meilleure solution à un problème donné, tandis que la pensée divergente, ça consiste à trouver plusieurs solutions à un même problème. De Bono, il développe une technique qui consiste à ne pas creuser un problème, mais à énumérer toutes les possibilités d'abord. Il a notamment travaillé avec Disney et Steve Jobs, donc même s'il reste dans le domaine entrepreneurial et pas artistique, ses études sont quand même intéressantes, bien qu'elles sont assez critiquées parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves que ça fonctionne. Ce qu'on peut noter par exemple, c'est que la pensée latérale chez ChatGPT n'est pas intuitive, puisqu'il ne peut restituer que des informations qu'il a emmagasinées. Si on veut qu'il génère quelque chose d'étonnant, il faut l'entrer soi-même. Par exemple, remplacer toutes les personnes par des bananes dans une histoire, etc. Ou bien on peut lui demander aussi d'écrire plusieurs solutions à des problèmes, mais c'est encore un input humain qui doit aller chercher entre guillemets la créativité et lui dire écris-moi cette histoire mais avec telle ou telle contrainte. Sinon ChatGPT va faire ce qui est le plus prévisible et va donc converger vers la solution qui lui paraît la plus logique. Sauf que dans une histoire, on a envie d'autre chose. Si vous demandez à ChatGPT d'écrire une histoire d'amour, il va en écrire une seule et de manière chronologique dans une suite logique des événements. Tandis qu'un humain, il va pas pouvoir s'empêcher de penser à plusieurs fins possibles, voire de penser à la fin quand il écrit le début, ou à changer la scène du début alors qu'il est en train d'écrire la fin. C'est cette émulsion d'idées incontrôlable et stimulante qui donne tout le plaisir d'écrire. Bon, si le processus de pensée est différent, le résultat peut être le même. Mais on pourrait très bien imaginer ChatGPT ou d'autres IA arriver avec un système de fonctionnement ou des inputs qui lui permettraient d'avoir un processus similaire au nôtre et puis de pouvoir écrire comme nous on écrit de manière non linéaire. Et on peut se dire aussi que nous aussi, on ne fait que recracher des données emmagasinées. Sauf que nous, notre pensée, elle n'est pas rationnelle. Et c'est cette irrationalité-là qui fait que ça engendre de la créativité spontanée.
Parce que par exemple, peut-être que vous associez la fumée à une image de, je sais pas, renard, parce que dans votre vécu, ça avait été comme ça. C'est comme une espèce d'erreur de logique. On peut aussi penser que l'originalité va donc être de plus en plus recherchée. Les artistes s'émancipent de plus en plus de la technique. La démarche, la réflexion est mise en avant, les artistes cherchent à questionner l'art, et peut-être que l'outil de l'IA, ce sera juste une technique supplémentaire, mais que la démarche va forcément primer. C'est aussi pour ça que j'aime les auteurs absurdes ou surréalistes, ceux qui prennent la tangente et brisent les codes. Buñuel par exemple, ou Blier. Bertrand Blier, c'est le fils de l'acteur Bernard Blier, et il réalise des films à l'humour absurde. Il a beaucoup tourné avec son père ou avec Le Splendide. Il a aussi fait des trucs un peu plus subversifs comme Calmos, comme la chaîne YouTube Calmos, qui a une émission qui s'appelle Rigolo, où il parle de films rigolos, rigolo comme le film Calmos. Dire que c'est une référence, il n'y a qu'un pas, bon en fait c'est dans leur description de leur chaîne, donc j'invente rien. Bien sûr que Bertrand Blier, il crée pas ex nihilo, il pompe aussi. Ça c'est bon aussi, David Lynch, alors ça c'est un mec sur lequel je pompe. Pas quand je tourne, je pompe. Par exemple, quand je sais pas comment faire un plan, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il ferait ce con de Lynch? Alors il ferait ça, il se mettrait là, puis il ferait ça, d'accord. Faisons-le, alors on le fait, ça marche. Mais le hasard a fait que son expérience est très personnelle. Les humains, dans notre raisonnement, nous avons des erreurs. Un événement peut nous faire associer des choses sans lien. Et ça va nous donner cette originalité que pour l'instant, ChatGPT n'a pas. Comme disait Frida Kahlo, il me dit surréaliste, mais je ne le suis pas. Je n'ai jamais peint de rêve, j'ai peint ma réalité. Ici, c'est le ma qui est important. C'est l'expérience personnelle. Quand on regarde une œuvre, on l'apprécie toujours aussi en raison de l'expérience personnelle directement de l'artiste vers nous. Et c'est aussi pour ça que vous avez remarqué sûrement que mon appréciation du cinéma est très artistique. Et c'est cette expérience personnelle, cette esthétique personnelle qui va beaucoup me toucher. Et c'est pour ça que j'ai aussi, vous l'aurez sûrement remarqué, une approche très auteuriste du cinéma. Et d'ailleurs, quand je parle de cinéma, je parle aussi d'art de manière générale. Et je suis très pour l'intuition dans l'art. Buñuel, lui, par exemple, fait son film, puis choisit un titre après l'avoir filmé, presque de manière aléatoire, pour ajouter une couche de symbolique dans le film. Par exemple, le charme discret de la bourgeoisie a été trouvé qu'à la fin du film. C'est un film sur des bourgeois qui essayent de faire un dîner, mais qui passent leur temps à en être empêchés. Ce titre donne une grille complète d'analyse au film qui, dans sa conception, n'existe même pas chez Buñuel. Buñuel, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. En fait, même si j'avais un réalisateur préféré, ce serait probablement lui. Il a réalisé son premier film, Un chien andalou avec Dali, en 1929, puis il a continué à faire évoluer son cinéma jusqu'à son dernier film en 1977, Cet obscur objet du désir. Et Buñuel faisait partie du mouvement du surréalisme. Dans le manifeste du surréalisme, en 1924, André Breton, le chef de file, prône la contradiction et l'écriture automatique. Et voici comment il définit le surréalisme. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Dans l'écriture automatique, au final, on retrouve presque la même méthode que ChatGPT. Écrire un mot à la fois, comme ils nous viennent. Sauf que l'un essaye de prédire le plus logique, l'autre essaye simplement d'accepter les incohérences de l'esprit humain et laisse ses pensées irrationnelles venir. Nous sommes nous-mêmes un espèce de dysfonctionnement de l'évolution. Et c'est cette erreur humaine qui fait le sel de ce que nous sommes. Elle me fait penser à un courant artistique et philosophique japonais, le wabi-sabi. Le wabi-sabi, c'est l'art de l'imperfection et de l'impermanence des choses. C'est dérivé du bouddhiste zen. Dans l'art, il peut se manifester par des imperfections intentionnelles, comme les fissures dans la poterie, les cicatrices dans le bois, ou la variation dans la texture des tissus. Ces imperfections sont considérées comme faisant partie intégrante de l'objet, et leur présence peut ajouter de la profondeur et de la beauté à l'ensemble. C'est une pratique qui peut non seulement nous aider à créer, mais aussi d'une manière plus globale à accepter le changement. Parce que pour l'instant, nous avons encore le monopole. Mais si on se rend compte que l'art n'est pas une dimension humaine, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose en fait. Certaines de nos capacités ont déjà été remplacées. Et on ne fait certaines choses plus par nécessité, mais pour le plaisir. Mais en fait, dans l'art, c'est déjà le cas, c'est même le principe de l'art. Bien sûr, ça implique des changements de société énormes. Mais dans l'absolu, que les IA écrivent des romans autant que les humains, ça va juste rien changer. Au cours de leur séjour, Alex et Sarah sont tous les deux confrontés à des défis professionnels qui menacent de les séparer, mais ils se soutiennent mutuellement et se rendent compte que leur connexion est bien plus profonde que leur intérêt professionnel. Alex révèle à Sarah qu'il est tombé amoureux d'elle. Sarah émue
admet qu'elle ressent la même chose. Pour l'instant, les IA ont du mal avec les arts qui demandent plusieurs pratiques, comme les opéras ou les films. Mais même si elles y arrivent un jour, tant mieux, ça fera juste plus de bons films. Il y a peut-être un sentiment d'impuissance qui s'opère, se dire que finalement notre travail est inutile. Mais inutile pourquoi en fait ? De toute façon, comme le Wabi-Sabi nous le rappelle, un jour, toute trace de notre existence sera effacée. Donc l'IA ne crée pas notre inutilité, notre absurdité, elle la révèle. Face à ça, il y a environ 3 grands choix, ou c'est pas vraiment des choix, mais des attitudes. Croire en une volonté supérieure, le nihilisme, ou alors la dernière solution, c'est embrasser l'absurdité. Persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est pas parce que des machines roulent la roche aussi qu'on ne doit plus prendre de plaisir à la rouler. Le plaisir d'écrire sera toujours là. Le plaisir de réaliser sera toujours là. Le plaisir de voir des films sera toujours là. En rentrant chez elle, Sarah retrouve son petit ami qui l'attend à l'aéroport. Cependant, elle est troublée par ses sentiments pour Alex. Quelques semaines plus tard, Sarah retrouve Alex à Paris et passe les moments magiques enfin, profitant des charmes de la ville des Lumières. Sarah réalise alors qu'elle doit suivre son cœur et rompt avec son petit ami. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA ? Et là, je vais rentrer peut-être dans l'hypothétique. Déjà, pas que dans le cinéma, mais ça va sûrement modifier la perception de notre valeur travail. On peut se dire aussi que notre appréciation d'une œuvre est complètement subjective et qu'on l'apprécie parce qu'on sait que c'est un humain derrière. Et donc, à ce moment-là, on pourrait supposer que les gens ne vont pas vouloir aller voir des films ou lire des choses qui ont été créées par des IA. Dans le livre « Pourquoi aime-t-on un film ?» de Pinocchi, il soulève une hypothèse. C'est une étude cognitive de l'appréciation d'une œuvre. L'hypothèse que nous défendrons est qu'il en va de même pour l'appréciation des films. Dès que nous regardons un film, nous attribuons généralement, sans nous en rendre compte, des états mentaux au réalisateur. Bon alors ça reste une hypothèse, mais ça pourrait peut-être nous permettre de comprendre l'avenir et comment on va apprécier une œuvre selon si elle est faite par une IA ou par un humain en fait, même si la œuvre est la même. Déjà parce que la démarche sera pas la même. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une pièce de Ionesco et franchement c'était pas mal. Mais l'intention était extrêmement limpide parce qu'on voit où ChatGPT a puisé. Il a utilisé le mot absurde partout. Donc peut-être que savoir que ça a été écrit par une IA, ça va nous freiner dans l'appréciation d'une œuvre. Si on regarde le milieu des échecs, où des machines sont bien plus performantes que des humains, il n'empêche pas qu'on regarde quand même des tournois d'humains et pas des tournois de machines. Ensuite, on peut se dire aussi que l'originalité va devenir un critère de jugement de plus en plus importante puisqu'elle sera quasiment la seule critère humain. L'esthétique de l'erreur est déjà développée et deviendra aussi peut-être plus important. On peut se dire aussi que la technique sera de moins en moins importante, ce qui achèvera peut-être la séparation entre l'artisan et l'artiste. On peut aussi supposer que les scénarios de commande seront écrits par des IA, mais que des scénaristes et cinéastes passionnés auront toujours envie d'écrire et de créer des œuvres. Il y aura toujours des petites graines de sable dans le moulinet, des Buñuel, des Dulac, des gens assez toqués pour prendre le chemin que personne ne prend. L'IA est impressionnante. Elle est effrayante pour certains, elle est productive, mais elle n'arrivera jamais à avoir la qualité essentielle à l'être humain, être bizarre. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le